Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous vous entraînons aujourd'hui sur les traces du japonisme bouddhique à travers une merveilleuse exposition qui se tient actuellement au musée d'ethnographie de Genève. Suite à la réouverture du Japon au milieu du XIXe siècle, beaucoup d'artistes et de collectionneurs se sont penchés sur l'art, mais également sur la doctrine et la vie du bouddhisme dans ce pays. Alors qu'en est-il de cette spiritualité ? Comment l'Occident va-t-il l'accueillir ? Et qu'en est-il aujourd'hui de l'héritage du japonisme bouddhique ? Nous retrouvons pour en parler notre invité, Jérôme Ducor. Jérôme Ducor, bonjour. Bonjour. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis une quarantaine d'années. Vous avez été ordonné bonze dans l'école Jodo Shinshu, une des traditions de la Terre pure. Vous êtes également le conservateur du département Asie du musée d'ethnographie de la ville de Genève et l'un des deux commissaires de cette fabuleuse exposition, le bouddhisme de Madame Butterfly, le japonisme bouddhique. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Je vous propose justement de découvrir en images, avant d'en parler plus en détail avec notre invité, cette sublime exposition. C'est à travers une scénographie vivante et un véritable souci pédagogique que le musée d'ethnographie de Genève nous entraîne au cœur de la rencontre entre la vieille Europe du XIXe siècle et le bouddhisme japonais. Cette exposition est née grâce à un inventaire qui est en train de se faire depuis 2010 entre l'université Hosei de Tokyo et celle de Zurich pour répertorier tous les objets qui ont été ramenés par les collectionneurs du Japon à l'heure de l'ouverture du Japon, à la fin du 19e siècle, dans les différents musées occidentaux. En 1854, le Japon, qui jusque-là vécut en autarcie, est forcé de s'ouvrir au monde, notamment au commerce européen et américain. Les objets nippons déferlent sur le vieux continent, un phénomène qui prend le nom de japonisme. Et parmi les objets ramenés en Europe, beaucoup appartiennent au culte bouddhique. Collectionneurs, missionnaires, fils de bonne famille et artistes s'embarquent alors pour un long périple jusqu'à l'archipel. Van Gogh avait une collection importante de plus de 400 estampes. Caillebotte aussi. Félix Vallotton, qui lui était surtout intéressé par la gravure, par la xylographie, par la matière. Travailler sur ces noirs profonds l'intéressait beaucoup. Manet, très célèbre aussi, et on a dans le fond un tableau de Félix Régamet dans cette exposition qui ressemble un peu à du Manet avec son pont rouge, mais aussi évidemment les écrivains, Baudelaire qui avait une collection aussi importante, Proust aussi qui était très intéressé par le Japon. Donc ça a vraiment touché tous les domaines de la culture, surtout en France. Bien sûr que le japonisme a eu de sa mode en Autriche, en Angleterre, mais la France a vraiment été le point central. Mais au bout d'une trentaine d'années, une certaine lassitude s'installe. On ne parle alors plus de japonisme, mais de japoniaiserie. Un déclin représenté dans cette exposition par la création en 1904 du célèbre opéra de Puccini, Madame Butterfly. Une œuvre majeure qui marquera pourtant la fin de ce que l'on a longtemps désigné comme le japonisme bouddhique. Alors Jérôme Ducor, je précise que une grande partie des œuvres que l'on vient de voir provient du musée Guimet à Paris, notamment les fameuses peintures de Félix Régamet. C'est ça, on a une collaboration exceptionnelle du Musée national des arts asiatiques Guimet avec par ailleurs une vingtaine de musées prêteurs. Donc c'est une réunion d'objets qu'on ne verra pas de sitôt jusqu'au 10 janvier. Alors, raison de plus pour y courir. Ce que l'on peut voir dans cette exposition, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est que le bouddhisme nippon devient une composante essentielle de la spiritualité mondiale, et ce, en fait, au XIXe siècle. C'est une découverte. Jusque-là, on connaissait le bouddhisme qu'à travers les recherches dans les textes indiens, grâce à Burnouf, bien sûr. Mais avec le Japon, on découvre un pays où le bouddhisme, et en plus le bouddhisme du grand véhicule, est bien vivant. Et ça sera aussi un peu un feu de paille. Ça durera moins longtemps que le goût dans les beaux-arts parce qu'assez vite, on se rend compte que l'insubstantialité universelle, l'absence d'âme sont des choses déroutantes et on se tournera à partir de là plutôt vers l'hindouisme. Alors, qu'en est-il justement à cette époque du paysage bouddhique
bouddhiste au Japon. Qu'en est-il des différentes écoles? Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a l'avènement de l'empereur Meiji et à ce moment-là, il y aura une brève mais parfois violente attaque du bouddhisme pour instaurer le Shinto comme une religion supranationale. On dira même que ce n'est pas une religion mais c'est l'âme du Japon. Donc le bouddhisme qui avait régné au Japon à travers ces grands temples, on était obligé d'être affilié à un temple bouddhique pour prouver qu'on n'était pas chrétien. Donc le bouddhisme est attaqué pendant 4-5 ans. Les temples bradent leurs biens pour retrouver des ressources et c'est comme ça que les collectionneurs, comme Émile Guimet par exemple, mais ce n'est pas le seul, Chernouski aussi, vont pouvoir remplir leur collection. Alors, de nombreuses cérémonies sont mises en place en France, notamment au musée Guimet, entre autres. De quelle manière l'Occident a-t-il accueilli justement ces rites, ce bouddhisme, cette forme de pratiquer? Donc il y a 2 temps, je crois. Il y a un premier temps de découverte assez émerveillé, avec un grand capital de sympathie. Et après, au fur et à mesure qu'on approfondit, il y a des étudiants japonais, des jeunes bons qui sont envoyés en Europe pour apprendre le pali, le sanskrit à Oxford et à Paris avec Sylvain Lévy, qu'on peut rappeler. On peut rappeler son nom maintenant. Et ces jeunes étudiants vont publier, l'un en français, je pense à Fujishima Ryu-on, il publie une introduction au bouddhisme japonais et son collègue Nanjo Bunyu à Oxford fait de même. Mais ça va retomber, comme je le disais, parce que décidément c'est un peu trop compliqué, d'une part. Et puis d'autre part, ces fameuses cérémonies, il y a 2 cérémonies bouddhiques japonaises au musée Guimet, qui seront suivies d'une cérémonie tibétaine et une Theravada. Eh bien, ces cérémonies, surtout pour les japonaises, paraissent trop proches du rituel de l'Église catholique avec sa pompe. On retrouve alors notamment les autels domestiques. Alors j'aimerais justement que l'on rejoigne maintenant Christian Delecras, le co-commissaire de l'exposition, qui souhaitait nous faire découvrir une des œuvres phares de cette exposition qui illustre à merveille ce bouddhisme japonais. Derrière moi, vous avez quelques objets, quelques œuvres assez exceptionnelles qui ont été récoltées par des collectionneurs à la fin du 19e siècle. Entre ces 2 portes magnifiques qui viennent d'un mausolée à Shiba du 6e shogun, vous avez un hôtel domestique en Butsudan. Et cet hôtel domestique a été acheté par le vice-consul suisse Edmond Rochette en 1890. Et il nous raconte qu'il a dû aller la nuit le chercher parce que la population ne voulait pas s'en séparer. C'est une époque avec la restauration de l'empereur Meiji en 1868 où pendant quelques années le pays a connu des persécutions contre les bouddhistes, contre les temples bouddhistes et beaucoup de ces objets ont pu être ainsi acquis par les Occidentaux. Alors, Jérôme Ducor, vous avez pu, vous, faire venir des œuvres exceptionnelles grâce à vos liens personnels avec le Japon. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez procédé ? Oui, il s'agit de 2 portraits à l'huile par Hondo Chutaro. Donc, pour avoir un exemple de réciprocité, c'est-à-dire un artiste japonais qui s'inspire des techniques occidentales. Et il s'agit de 2 portraits du patriarche du Honganji, qui s'appelle Myo-Nyo Shonin, dans 2 tenues différentes. Et les 2 portraits, c'est la première fois qu'ils sont réunis depuis qu'ils ont été peints en 1896. L'un, le patriarche l'a offert à l'université du Honganji, et l'autre se trouve toujours dans les réserves et n'est pas montré. Donc c'est vraiment une occasion exceptionnelle de le voir à Genève, à tel point que le patriarche, son arrière-petit-fils, le 24e patriarche, a fait le voyage de Genève pour découvrir le portrait de son arrière-grand-père. Précisons que c'est la première fois qu'il sort du Japon. Hein, qu'il sort du Japon, et pour l'un des 2, c'est même la première fois qu'il sort du temple tout court. Et celui-là a une signification particulière parce que dans ces dernières années, le patriarche ne pouvait pas se déplacer personnellement, et il envoyait ce tableau à sa place comme substitut dans les temples où il le représentait. Il est pourvu de 2 volets qui ne s'ouvrait que pour le présenter à la dévotion des fidèles. Donc c'est une peinture qui a reçu la dévotion de centaines de milliers de fidèles. C'est quand même l'école numériquement la plus importante au Japon. Aujourd'hui encore, c'est 20 000 temps, ça vous donne une idée. Et tant et si bien que c'est vraiment une icône en quelque sorte chargée. Et au mois de juin, on m'a fait comprendre que ça serait pas mal que je fasse le voyage de Kyoto pour être présenté à la peinture. Et apparemment, j'ai passé l'examen
Et donc, la peinture est là. Vous-même, ensuite, vous avez organisé quelque chose au musée d'ethnographie de Genève. Comment est-ce que ça s'est déroulé? À l'occasion de la visite donc, de l'arrière-petit-fils, le 24e patriarche, qui est venu voir cette peinture. Alors on a procédé à une offrande d'encens, ce qui n'est pas toujours possible dans le cadre d'un musée, avec les normes de sécurité, mais somme toute quelque chose de très simple. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un mot, Jérôme Ducor, sur l'héritage aujourd'hui du japonisme bouddhique? Qu'en est-il? Donc, comme je le disais, ça a été un peu un feu de paille à la fin du 19e. Et puis, après, il y aura une redécouverte. C'est principalement à travers l'école zen, donc ça veut dire des gens comme Suzuki, dont les œuvres ont été publiées par Jean Herbert. J'aime bien mentionner le nom de Jean Herbert, qui était établi à Genève aussi. Et les Américains qui ont été au Japon, les Japonais qui sont venus ici, donc il y a cette redécouverte, mais on connaît encore peu la pluralité du bouddhisme japonais. Et on compte une douzaine d'écoles, et sur ces 12, 3 seulement relèvent du zen. Et l'une d'entre elles, par exemple, l'école Obaku, est complètement inconnue chez nous, alors que Obaku combine zen et terre pure. Et à côté de ça, il y a 2 écoles tantriques, un peu à la tibétaine, si je puis dire, etc. Et puis 3 ou 4 qui relèvent du bouddhisme de la terre pure. Alors, avant de nous quitter, j'aimerais que l'on revienne sur une œuvre qui, moi, m'a beaucoup frappée en me rendant dans cette exposition. C'est cette nonne, donc, qui provient du musée Guimet et qui est très, très, très particulière. Est-ce que vous pouvez nous la décrire et nous dire pourquoi est-ce qu'elle est si émouvante? Vous parlez effectivement de cette statue de la nonne qui s'appelle Chujo Hime, qui avait fui sa belle-mère. C'est des épisodes fréquents dans la littérature japonaise, qui s'est réfugiée dans un monastère. Elle a une apparition de Kannon, le bodhisattva de la compassion, Chenrezig, Avalokiteshvara, et elle va tisser, dit-on, en feuilles de lotus, une grande tapisserie représentant la terre pure, et qui depuis a été reproduite en peinture à maintes exemplaires. Et cette statue, elle a effectivement une expression unique. Et Guimet l'admirait tant qu'il faisait déposer des fleurs fraîches tous les jours devant elle. Et même Malraux, qui n'était pas facile à émouvoir, dirons-nous, a exprimé son admiration devant cette pièce. Alors, Jérôme Ducor, dans cette exposition, il y a aussi 2 choses qui sont très frappantes. Ce sont des représentations du Bouddha, quasiment sous l'apparence d'un Christ. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, vous faites allusion à ces représentations du Bouddha Shakyamuni dans sa période ascétique précédant immédiatement l'éveil. Et il y a effectivement 2 peintures. Il y a un grand rouleau vertical qui appartient au musée de Genève, où on voit le Bouddha contemplant l'interpénétration des 10 mondes dans notre propre mental, selon l'école zen et l'école Kegon. Et puis, par ailleurs, une œuvre qui est tout à fait remarquable de Kawanabe Kyosai. Kyosai était un peintre à l'époque qui nous concerne, l'époque Meiji, un peu anard, qui était plus souvent en prison que dans son atelier, que Guimet a rencontré dans la banlieue de Tokyo. Et c'est pour lui que Kyosai a peint ce Bouddha, la robe rouge et au regard tout à fait étonnant, avec un arrière-plan de gros nuages de rage, on dirait presque le ciel qui se déchire au moment de la crucifixion. Donc c'est quelque chose de très curieux. On n'en sait pas plus sur les intentions de Kyosai par rapport à cette image qui n'est pas très classique. Des pièces donc que l'on peut découvrir jusqu'au 10 janvier prochain. Et c'est donc au musée d'ethnographie de Genève. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jérôme Ducor. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons. Tout d'abord, le magnifique catalogue de l'exposition « Le bouddhisme de Madame Butterfly, le japonisme bouddhique », publié par le musée d'ethnographie de Genève. Un ouvrage très richement illustré et rédigé par les 2 commissaires de l'exposition, dont notre invité Jérôme Ducor. Toujours de notre invité avec Hélène Loveday, le Sutra des contemplations du Bouddha, Vie infinie, chez Prépols, ainsi qu'Une saison au Japon de Sandrine Bailly, aux éditions La Martinière. Et nous vous proposons également 2 revues consacrées à la nature et à l'environnement, afin de nous associer à la COP21, avec tout d'abord Question 2, La nature miroir du divin, publié par Albin Michel, ainsi que le dernier numéro de Regard bouddhiste, le premier magazine bouddhiste en France. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.